Ouvrez un réseau social, écoutez une conversation dans un métro, lisez un article de presse, partout, des voix s'interrogent avec gravité. Suis-je un authentique descendant de telle communauté? Ai-je le droit de parler au nom de tel groupe? Suis-je le bon représentant de mon identité sexuelle? Ces questions d'apparence anodine trahissent une obsession, celle de ressentir son appartenance à une catégorie, d'appartenir à un nous qui primerait sur le je. Notre rapport à autrui aussi a suivi cette distorsion. Nous ne nous plaignons plus de Bernard, 57 ans, assistant comptable, mais de celui qui est devenu un CSP+ blanc de plus de 50 ans. Amina, étudiante en sociologie, ne se voit plus comme une jeune femme curieuse et rêveuse. Elle se décrit comme une femme racisée issue de la deuxième génération. Ces étiquettes, ces abstractions sociologiques, quand bien même elles proviennent de gens qui, ironiquement, adorent se défier des étiquettes, ont envahi nos vies. Face à ce constat, j'ai envie de vous partager une clé de compréhension offerte par Roger Scruton dans son ouvrage The Face of God, le visage de Dieu. Scruton reprend en particulier, dans son second chapitre, une analyse de Martin Buber de 1923. Pour lui, le fondement de nos interactions est une rencontre de personne à personne, d'un je à un tu. Et le lieu de cette rencontre est le visage, dont les émotions permettent de comprendre les motivations de nos actes, le pourquoi. Scruton reprend à son compte une forme de personnalisme pour nous rappeler que la personne est un mystère unique, irréductible aux déterminismes sociaux. Je suis moi. Je ne suis pas la somme de ma playlist Spotify et de ma feuille d'imposition. Je ne suis pas une statistique, je ne suis pas une catégorie, je ne suis pas un déterminisme. Pourtant, notre époque croise d'un côté les héritages de la French Theory et d'une lutte des classes transformée en guerre des identités, et de l'autre celle de la Big Data et d'une lutte de bulles algorithmiques, de nudge et de publicité ciblée qui toutes semblent déterminées à arracher notre visage. Les individus, au lieu de s'assumer comme des singularités, se parlent et se pensent comme des statistiques, des représentants de groupes, de communautés. Et cette sociologisation excessive, loin de nous libérer, nous enferme. Le sommet de la sociologisation a probablement été atteint au moment où des réunions d'entreprise se sont mises à commencer des réunions par des phrases comme « Bonjour, je suis Samantha, je m'occupe du département de communication, je vous parle d'abord en tant que femme queer, issue d'une minorité ethnique, je suis d'ailleurs neuroatypique et j'ai le plaisir de vous présenter le bilan des campagnes de publicité auprès de nos clients à la lumière de mon vécu. » Et en face, bien sûr, on avait un directeur quelconque, appelons-le Didier, la cinquantaine, qui répondait moi d'ailleurs, je vous le dis, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, j'apprécie votre démarche et je suis conscient de ne pas tout comprendre depuis mon point de vue, mais je vais quand même prendre des notes. » Ce phénomène n'est pas né de nulle part. Il suit les bouleversements intellectuels du XXe siècle, notamment dans la French Theory, ce courant protéiforme porté par des penseurs comme Michel Foucault, Jacques Derrida ou Gilles Deleuze. Ces philosophes, dans leur quête de déconstruction des structures oppressives, ont remis en question l'idée d'une identité fixe, intemporelle ou immuable. Pour Foucault, l'individu est un produit des dispositifs de pouvoir. L'homme est une invention récente, écrit-il dans Les mots et les choses. Ce qu'il entend par là, c'est que l'homme n'existe pas de lui-même, mais que ce sont les institutions, les discours et les normes qui le façonnent et qui nous tiennent lieu d'identité. Derrida, de son côté, dissout les catégories métaphysiques stables, montrant que tout sens est différé, instable, et quant à Deleuze, il célèbre les devenirs multiples, les identités fluides, loin des essences figées. Ces idées, révolutionnaires à leur époque, ont été reprises et amplifiées dans les universités anglo-saxonnes, donnant naissance aux études postcoloniales, féministes ou queer. La lutte des classes, telle que pensée par Marx, s'est transformée et métamorphosée en une lutte des identités, des communautés, des symboliques, une lutte des privilèges dans l'espace discursif. Cette grille de lecture, qui prétend nous faire échapper au carcan de structures rigides et autoritaires, a engendré un paradoxe que j'ai déjà mentionné. En faisant de l'identité des groupes opprimés le fondement de leur lutte libératrice, elle enferme les individus dans des cases, dans ces identités de groupe. Les conséquences de cet enfermement sont visibles partout. Sur les réseaux sociaux, les biographies d'utilisateurs se lisent comme des formulaires administratifs, non-binaires, neuroatypiques, militants écoféministes avec des emojis qui vont bien. Dans nombre de débats publics, les individus sont sommés de parler en tant que membres d'un groupe, comme si leur singularité n'avait plus de valeur. Quand Bernard devient un CSP+ blanc, il perd sa voix, son histoire, ses contradictions internes. Il devient un stéréotype, une ombre. Cette logique a des effets concrets. Les individus, sous pression qu'ils sont pour prouver leur authenticité groupale, se surveillent mutuellement. Il faut être un bon représentant de sa communauté. Ça devient une sorte d'obligation morale qui prime souvent sur des idéaux moraux, justement. Une personne non binaire qui ne correspond pas aux attentes
esthétique ou militante du groupe pourra être accusé de trahison. Un descendant de migrants qui ne se revendique pas de son héritage pourra être rejeté par sa propre communauté, quand bien même sa vie serait absolument exemplaire par ailleurs. Et d'ailleurs, le rôle performatif attendu des individus est parfois si pesant qu'ils préfèrent, ces individus, ne pas se revendiquer de tel ou tel aspect de leur personnalité. C'est ainsi qu'un nombre croissant de gens se désolidarisent de communautés en apparence faites pour eux. C'est le cas notamment des homosexuels avec les LGBT par exemple. Et cette logique de la sociologisation quantitative, certains voudraient aller jusqu'à l'intégrer à la sphère intime, par la force. Pour ne citer que cet exemple, c'est ce que proposent les féministes matérialistes, Monique Wittig en tête, dans son livre Penser straight, qui demande à intégrer les oppressions dans la notion de consentement. L'acte intime, par excellence, devient alors, par la magie du matérialisme, une rencontre entre deux catégories socio-professionnelles qu'il faudrait interpréter avant tout comme un rapport d'oppression. La critique peut-être la plus importante qui a été formulée contre cette logique des groupes et des individus qui disparaissent dans des communautés, c'est celle du personnalisme. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire complète de ce mouvement philosophique, c'est assez intéressant, ça a quand même 150-200 ans d'histoire, et je vais vous parler en particulier de ce qu'en dit Max Scheler dans un premier temps, et puis Roger Scruton dans un second temps. Le personnalisme tel qu'il est présenté par Max Scheler dans son livre Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs offre un contrepoint puissant à cette dérive qu'on a mentionnée. Pour Scheler, la personne n'est pas une simple unité biologique ou sociale, mais un être unique qui possède certaines propriétés uniques qui transcendent toutes les catégories qu'on voudrait créer. Je te cite, « Quelle que soit la richesse et la diversité des appartenances par lesquelles chaque personne est imbriquée dans l'ensemble du cosmos moral, et quelle que soit la diversité des directions des différents types de co-responsabilité par lesquelles la personne est liée à cet ensemble, à sa direction et à son sens, la personne n'est jamais épuisée par ces types d'appartenance et sa responsabilité personnelle ne se réduit pas aux différentes co-responsabilités, ni ses devoirs et ses droits aux devoirs et aux droits qui dérivent de ces appartenances. Devoirs de famille, de fonction, de vocation, de citoyenneté, de classe, etc. En effet, derrière toute expérience qui entre dans ces appartenances et qui entrave ou favorise la personne dans son ensemble, en réalisant ces appartenances, chacun ressent, dans une certaine mesure, s'il tente d'avoir une vision claire de l'ensemble de ses appartenances et de son propre être, un être propre particulier, de même qu'une valeur propre et une dévalorisation propre qui surplombe cet ensemble et dans lequel il se connaît au sens descriptif seul. Et ce qui est donné dans cette forme essentielle d'expérience de soi possible est ce que j'appelle la personne intime. Pour Roger Scruton, cette personne intime décrite par Max Scheler s'incarne dans le visage. Le visage n'est chez lui pas qu'une surface de chair, c'est à la manière des yeux dont on dit parfois qu'ils sont le miroir de l'âme, une fenêtre ouverte sur un jeu unique et irremplaçable et le lieu où se trouve la réponse au pourquoi que nous cherchons dans les comportements d'autrui. Je cite, « Le mot pourquoi a une place particulière dans notre dialogue interpersonnel. Lorsqu'il est prononcé face à face, le pourquoi vous regarde et plonge en vous. Cet usage interpersonnel est totalement différent de l'utilisation de pourquoi dans l'explication scientifique. Même si nous répondons à la question pourquoi en mentionnant la cause de notre état d'esprit, nous faisons aussi plus que cela. Nous rendons compte de nous-mêmes. Et ce compte rendu de soi à l'autre est également quelque chose que nous faisons de soi à soi lorsque nous réfléchissons sur nos actions et nos émotions dans un esprit de jugement, les voyant de l'extérieur comme nous voyons les actions et les émotions des autres. Cette idée profondément phénoménologique doit beaucoup à Emmanuel Levinas, pour qui le visage est la trace de l'altérité et de l'infini. Le visage parle, affirme Levinas, et sa parole première est « tu ne tueras point ». Chez Scruton, cette intuition prend une tournure plus incarnée. Le visage est le lieu où l'âme se donne à voir, où l'individu s'offre dans sa vulnérabilité. C'est cette rencontre que la sociologisation rend impossible, en remplaçant le visage par une étiquette. Le visage, chez Scruton, est le fondement de la communauté, contrairement aux abstractions sociologiques qui divisent les individus en camps antagonistes. Le visage invite à la rencontre. Dans une communauté authentique, une famille, un village, une église, les gens se rencontrent face à face, comme des personnes, non comme des représentants de groupes. Scruton reprend à son compte le terme husserlien du monde Lebenswelt, le monde vécu intuitivement, où les relations sont tissées par des regards, des paroles, des gestes. Dans ce monde Lebenswelt, ce monde du quotidien, les discussions se tiennent de personne à personne, sans réflexion systémique, symbolique, sans affrontement
rapprochement entre privilège et oppression, dont le script est déjà joué 1000 fois. La sociologisation, en effaçant le visage, participe d'une forme de déshumanisation. Scruton, comme Hannah Arendt ou Lévinas avant lui, nous rappelle que les systèmes totalitaires ont toujours commencé par réduire les individus à des catégories. Je le cite encore au chapitre 4 du Visage de Dieu, les génocides du XXe siècle ne se sont déroulés comme ils l'ont fait que parce que les sujets ont d'abord été réduits à l'état d'objets, de sorte que tous les visages ont disparu. C'était le travail d'un camp de concentration et c'est un travail qui a été décrit depuis longtemps par Primo Levi, Solzhenitsyn et l'angélique Nijol Sadunait. Des gens qui ont gardé leur visage, même face à la machine à défigurer. Scruton, marqué par ses expériences en Europe de l'Est communiste, a observé comment ces systèmes totalitaires détruisaient le Lebenswelt, le monde vécu de nos relations personnelles, par le contrôle idéologique et la surveillance. Je cite, « Au cours des années 1980, j'ai fait l'expérience de la destruction du Lebenswelt de l'Europe communiste. Je me suis également familiarisé avec les tentatives d'intellectuels dissidents, dont Jan Patočka, élève de Husserl, pour réparer le tissu. Ces expériences m'ont persuadé que le premier devoir du philosophe littéraire à notre époque est de sauver les idées à travers lesquelles nous percevons et nous adaptons au monde que nous partageons. Nous avons parlé des visages humains, mais le processus de redéfinition des termes que nous employons est une manière efficace de saper le Lebenswelt par la défiguration, une de plus, de la langue. Je vous ai déjà parlé de la novlangue dans une autre vidéo, mais je crois que c'est intéressant de vous ajouter ce qu'en dit Roger Scruton en s'inspirant du livre de la française Françoise Thom. On parle de novlangue lorsque l'objectif principal du langage, qui est de décrire la réalité, est remplacé par l'objectif contraire, qui est d'affirmer son pouvoir sur la réalité. L'acte de langage fondamental n'est représenté que superficiellement par la grammaire assertorique. Les phrases de la novlangue ressemblent à des assertions, mais leur logique sous-jacente est celle de l'incantation. Elles évoquent le triomphe des mots sur les choses, la futilité de l'argumentation rationnelle et le danger de la résistance. En conséquence, la novlangue a développé sa propre syntaxe, qui, bien qu'étroitement liée à la syntaxe utilisée dans les descriptions ordinaires, évite soigneusement toute rencontre avec la réalité ou toute exposition à la logique de l'argumentation rationnelle. Françoise Thom l'a démontré brillamment dans son livre La langue de bois. L'objectif de la novlangue communiste, selon les termes ironiques de Thom, a été de protéger l'idéologie contre les attaques malveillantes des choses réelles. La novlangue est donc une défiguration linguistique, tout comme la sociologisation excessive est une défiguration de nos visages et de nos personnalités, et je voudrais évoquer un troisième type de défiguration, celui que j'ai un tout petit peu mentionné en parlant du féminisme matérialiste, à savoir celui des relations amoureuses. Scruton nous avertit que la rencontre de personne à personne, la relation du je au tu, disparaît par une pseudo-rencontre de personne à chose, une relation du je au cela, qui préfigure souvent une relation du cela au cela. Voici un extrait où il condense une partie de la réflexion qu'il mène dans son livre Désir sexuel, une enquête philosophique. We live in a world in which, as you know, the I-you relation, which I think, and I think you think too, is fundamental to true sexual desire, is being eclipsed by this I-it relation in pornography or in the standard representation of what sex is, which is even creeping into sex education lessons in school and all that. It's not even an I-it, it's an it-it relation, you know, a conjunction of body parts. And that, I think, is one of the great evils that we're living through today in this society, this eclipsing of the whole realm of sexual desire and sexual fulfillment by a false image of what it is. La disparition du visage, qu'elle passe par des étiquettes sociologiques ou linguistiques ou amoureuses, sape les fondations du monde vécu et laisse une brèche béante dans laquelle le pouvoir, quand il est totalitaire, peut s'insérer. A l'inverse, Scruton, comme nombre de dissidents politiques, nous rappelle que conserver un visage humain est un acte de résistance, une défense de l'humain lui-même. Nous vivons dans une époque étrange où les visages s'effacent sous les étiquettes, où les singularités, parfois tant vantées, s'évanouissent dans des catégories pour le plus grand bonheur des disciples de la French Theory. Nous, les personnes, sommes dans cette logique de simples pions d'une guerre des identités, des pros et des antis, des méchants et des gentils. Et dans ce fracas, quelque chose s'est perdu, notre rencontre authentique, spontanée, intuitive, ce ciment qui fait notre monde vécu. Roger Scruton, avec son image poétique du visage, et Max Scheler, avec son éthique personnaliste, nous rappellent que quelque chose
chose échappe toujours au sociologue quantitatif, à savoir la personne. C'est dans le regard de l'autre que nous retrouvons le sens de nos propres intentions. Et toutes les relations de personne à objet, notamment sous leur forme extrême de l'algorithmique, nous privent de la découverte d'un pourquoi. En somme, nous perdons plus à regarder ceux qui nous entourent comme des privilégiés ou des opprimés que nous ne gagnons en compréhension du monde. Et justement, si vous voulez gagner en compréhension du monde et approfondir les idées développées dans cette courte vidéo, je ne peux que vous encourager à lire les livres que j'ai cités, et en particulier Le visage de Dieu, disponible sur Tipeee en version numérique, papier ou luxe, et son comparse, Le désir sexuel, qui explore beaucoup plus en détail l'importance de cette relation de personne à personne dans le désir et l'amour. Ces deux livres sont exceptionnels, inédits en français, mais vous pouvez aussi explorer avec un œil neuf la pensée de Max Scheler dont nous avions retraduit L'homme du ressentiment aux éditions Carmin. Je compte sur vous, votre soutien à ce travail de traduction fait vivre la chaîne, mais aussi le débat que nous pouvons avoir sur les thématiques politiques et philosophiques de personne à personne.